Donc là, j'ai fait une présentation sur un de mes outils préférés. C'est IntelliJ, comme j'ai tendance à dire, on peut vraiment redévelopper avec plaisir. Alors pourquoi je suis passé sur IntelliJ? C'est à un moment, j'étais sur une mission qui n'était pas si simple. Il y avait pas mal de pression. Donc c'était un outil c'était sur la finance de marché. On vous attendait pas mal au tournant. Et forcément, un jour est arrivé ce qui arriva. Il y a eu un bug. Et on est arrivé en nous disant, ok, là le bug, faut corriger maintenant, tout de suite, immédiatement. On a cherché, on a galéré, mais on a trouvé le bug. En faisant un petit retour d'expérience sur cet événement, je me suis rendu compte que finalement l'outil ne m'avait pas trop aidé. Sur certaines parties du code, il fallait faire de la recherche pour retrouver la variable qu'on voulait. Pour ouvrir certains fichiers, on pouvait l'ouvrir dans l'IDE, mais bon, c'était pas terrible, du coup, il fallait ouvrir un autre logiciel pour pouvoir l'éditer, etc. Bref, j'avais l'impression que mon outil ressemblait un peu à ça. C'était bien, mais bon, peut mieux faire. Et ma petite réflexion, c'est que moi, je suis un professionnel. Je suis un professionnel de l'informatique, il faut des outils qui marchent, sur lesquels je peux m'appuyer, et sur lesquels je vais avoir confiance dessus. Si je suis dans une situation critique, il faut qu'il puisse m'aider, il ne faut pas que ça soit un frein dans ma recherche. Du coup, j'ai recherché d'autres logiciels. Donc je l'ai un peu tous essayés, il me restait encore le dernier, donc c'était IntelliJ. Donc quand on va sur le site internet, on a deux possibilités, soit télécharger la version payante en donnant un petit peu de sucre, soit de récupérer la version Community, qui est gratuite. La différence majeure entre les deux, c'est le nombre de fonctionnalités. Typiquement, la version Community permet déjà de faire beaucoup de choses, de travailler sur du Java, d'éditer des fichiers sans problème, on a accès aux différents types de refactoring, etc. La version Ultimate, donc la version payante, elle offre beaucoup plus de fonctionnalités vraiment liées au monde de l'entreprise. Support JPA, Spring, serveur d'application, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on voit quand on lance l'application? On voit que c'est vraiment une boîte à outils. Une boîte à outils qui est quand même bien remplie. Typiquement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut récupérer un projet et directement on peut l'ouvrir avec Maven. Donc ça, c'est un outil qui est très fortement utilisé en France, même en nous, mais pas que. Donc il a un très bon support Maven, il récupère les cibles. S'il y a des plugins dans votre projet, il va récupérer les cibles. S'il y a des sous-modules, il va récupérer les sous-modules. Mais si votre projet, c'est pas forcément que du Maven, pas de problème, vous pouvez ouvrir vos projets Ant, également vos projets Gradle, et vous pouvez même importer vos projets Eclipse. Donc niveau compatibilité, normalement ça gère pas mal de choses, faut pas trop avoir peur. Ce qu'on voit aussi, c'est que IntelliJ fait une différence entre le code de production, donc ce que vous allez mettre en production, et votre code de test. Ça a l'air de rien, mais c'est intéressant par exemple quand vous faites des recherches. Vous voulez savoir où une méthode est appelée. Sur un autre IDE, vous allez voir tous les appels et la moitié peut fournir des tests. Là, avec cette petite différenciation, c'est possible de dire ok, recherche-moi le code, où est la méthode est appelée uniquement dans les tests ou uniquement dans le code de production. Tout de suite, un gain de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si on regarde de plus près aussi, on voit qu'il y a un petit fichier là, qui a une couleur différente des autres. C'est parce qu'en fait, IntelliJ de base aussi, il gère les systèmes de version. Donc, il gère Git, qu'on n'est pas mal utilisé. Le plus classique aussi, qu'on voit souvent, SVN. Pas besoin d'installer de plugins compliqués, d'accepter des licences ou quoi que ce soit. De base, il le supporte. Donc ça, c'est tous les systèmes qui sont utilisés, qui sont assez communs. Mais on peut aussi utiliser Mercurial, ou encore TFS, voire même CVS si vous l'avez. Mais je pense que là, votre problème, c'est pas l'IDE, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors là, on voit pas forcément très bien, mais ça c'est encore une petite fonctionnalité. À votre avis, à quoi elle sert ? Alors, j'ai entendu une idée là, enregistrée. Je vous mets l'icône en plus gros pour ceux qui n'ont pas vu. Je vais pas vous mentir, en fait, je pense que ça sert à rien. Mais vraiment à rien. IntelliJ, en fait, il supporte la sauvegarde automatique. Vous éditez un document, ça sert à rien d'appuyer sur la disquette.
c'est automatiquement enregistré. Du coup, il est fini le temps où, quand vous développez, vous faites des modifications, vous recompilez, vous lancez le serveur d'application, vous faites vos tests, et là, vous vous rendez compte que, merde, j'ai oublié de sauvegarder. Le truc que j'aime bien aussi sur NTG, c'est on peut le contrôler vachement bien par le clavier. Il y a il y a beaucoup de raccourcis clavier, comme on peut voir. L'idée, c'est pas de tous les mémoriser. Mais là, on va en voir quelques-uns que j'utilise souvent et qui permettent un petit peu d'entrevoir ce qu'on peut faire avec l'éditeur. Donc, il y a pas mal de raccourcis clavier pour le refactoring. On va voir qu'ils sont, ils sont nommés d'une manière d'être assez groupés en fait. Si on arrive à se souvenir d'un, on va assez facilement se souvenir des autres. Typiquement, pour introduire une variable, c'est CTRL-V pour variable. Si on va un peu plus loin, pareil, CTRL-M, c'est pour introduire une méthode. CTRL-F, si on change juste une lettre, c'est introduire un champ. Et encore un dernier, si on veut mettre une constante, forcément, c'est CTRL-C. D'autres raccourcis clavier sympas, c'est pour faire du renommage. Là, ça va être juste avec l'appui de la touche F6. On va pouvoir faire changer un fichier de place. Donc, on va pouvoir aussi changer la signature. Si on est sur une méthode, on fait CTRL F6, on va pouvoir changer la signature de méthode. Ou encore le classique rename. Donc, sur un fichier Java, ça va renommer la classe, ça va renommer le fichier. Sur une variable, on va pouvoir la renommer aussi. Ce que j'aime bien aussi sur IntelliJ, c'est le raccourci clavier qui permet de faire de la manipulation de code. Quelqu'un m'avait résumé un petit peu la différence qu'il trouvait entre Eclipse, pour ne pas le nommer, ou IntelliJ. C'est que sur un IDE type Eclipse, on va faire vraiment l'édition de code, alors que dans IntelliJ, on va manipuler le code. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un raccourci clavier CTRL-W, on va pouvoir sélectionner un mot, une ligne, un paragraphe. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir sélectionner une variable, une ligne de code, un bloc de code, et on va pouvoir le déplacer facilement avec le raccourci Shift Alt Up ou O. On va pouvoir déplacer le bout de code ou bloc de code vers le haut. Et forcément, il y a son pendant Shift Alt Down pour déplacer le code vers le bas. Ce qui est pas mal aussi, ce que j'aime bien dans NTG, c'est sa capacité à pouvoir naviguer dans les différents fichiers relativement facilement. Donc on a le raccourci clavier classique qui permet d'ouvrir une classe. Donc CTRL-N, on met une classe tout de suite, il peut la trouver, on peut l'ouvrir. On peut aussi faire une recherche par nom de fichier. Si vous voulez chercher un fichier XML, une XSD ou quoi que ce soit, un raccourci clavier vous permet de retrouver le fichier. La dernière version d'IntelliJ rajoute en plus la possibilité de chercher un package. Donc on va pouvoir chercher un répertoire. La dernière fonctionnalité sympa, c'est la recherche d'un symbole. Vous vous souvenez d'une variable ou d'une méthode, vous ne savez plus trop où est-ce qu'elle est, vous n'êtes même pas sûr que ce soit une variable ou une méthode. Vous mettez son petit nom, et tout de suite, avec cette fonctionnalité de recherche de symboles, IntelliJ va être capable de vous retrouver le fichier où vous avez soit déclaré cette variable, soit la méthode ou quoi que ce soit. Mon avis sur cette fonctionnalité est des boîtes. C'est dès que j'ai un petit doute, j'utilise cette fonctionnalité et hop, je retrouve l'élément que je recherche. La dernière partie, c'est sur le debugger d'IntelliJ que je trouve super puissant. Il fait les choses classiques. Donc quand on regarde, il a l'air un peu compliqué, il y a un petit peu des options un petit peu partout. Mais il fait les options de base, comme les autres IDE, donc on peut mettre un point d'arrêt sur une ligne, pas de problème. On peut mettre un point d'arrêt quand une exception est lancée. Le truc un petit peu plus sympa aussi, c'est qu'on peut mettre une condition sur un point d'arrêt. Donc c'est pas le seul à le faire, mais c'est toujours agréable qu'il soit capable de le faire. C'est-à-dire que si vous voulez que le point d'arrêt ne s'arrête que si telle variable est à telle valeur, vous pouvez le faire sans problème. C'est possible aussi de mettre un log quand on passe par le point d'arrêt. Typiquement, c'est sur une boucle qui passe 10 000 fois dedans. Si vous mettez un point d'arrêt sur la ligne qui s'arrête à chaque fois, vous êtes obligé de regarder la valeur, comment la valeur a changé sur une variable. Ça peut être assez long et fastidieux. Ce que vous pouvez faire, c'est dire ok, ce point d'arrêt n'est pas bloquant. Par contre, dès qu'on passe dessus, on va loguer quelque chose. Vous pouvez mettre l'expression que vous voulez. Vous relancez votre programme.
Et directement dans la console, vous allez voir les changements. Vous allez voir tous les logs qui vont apparaître dans votre console. La dernière fonctionnalité aussi que je trouve super puissante, toujours ces problématiques de boucle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous lancez du code et vous mettez un point d'arrêt, mais en fait la première fois que vous passez dans le point d'arrêt, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'abord de passer par un certain endroit et après de repasser sur ce point d'arrêt là. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un premier point d'arrêt, vous lancez le code, hop, c'est bon, vous avez atteint votre point d'arrêt, vous pouvez réactiver le point d'arrêt qui vous intéresse et vous relancez le programme. IntelliJ, il propose, c'est de dire, ok, ce qu'on va faire, c'est que ce point d'arrêt là, on va l'activer que si d'abord on passe par cet autre point d'arrêt. Donc plus besoin de faire les manips à la main, ça se fait tout seul. Il suffit de configurer un petit peu le debugger. Alors une petite dernière chose, IntelliJ ne fait pas que ça. Par exemple, il a aussi la possibilité de faire du live templating. Donc vous configurez des petits bouts de code via un raccourci clavier, il est capable de le mettre directement dans votre fichier. Il y a des fonctions de refactoring un petit peu plus puissantes. Également, il est capable de supporter des serveurs d'applications web comme Tomcat ou encore JBoss. Donc directement depuis l'IDE, vous pouvez dire ok, je vais arrêter le serveur, je vais le démarrer, quoi que ce soit, je vais démarrer avec telle application. Il est capable de supporter JPA, Hibernate ou encore les trucs un petit peu plus basiques comme JDBC. Il supporte aussi les produits un peu plus enterprise comme Spring ou un peu moins enterprise comme Play Framework. Forcément, il supporte aussi Android. D'ailleurs, Google utilise la version community d'IntelliJ pour faire Android Studio. IntelliJ supporte aussi d'autres langages, pas que Java, comme Python, Ruby ou encore Scala, voire même le Markdown. Et IntelliJ fait encore beaucoup plus d'autres choses. Malheureusement, le temps me manque. Donc on va s'arrêter là et du coup, est-ce que vous auriez des questions ?